Oui, effectivement, ça dit la barrière linguistique occupe vraiment, est un problème assez important. Et je pense qu'il y a certaines présentations où on n'a même pas pleinement la possibilité de comprendre comme il faut et d'acquérir toutes les connaissances qui sont partagées justement à cause de la barrière linguistique. Et donc, si je veux parler de barrière linguistique, c'est forcément qu'elle s'oppose à une certaine communauté scientifique. Parce que je veux vraiment qu'on puisse parler de communauté de preuves. Parce que c'est là aussi, quand on finit d'avoir une certaine accessibilité, comment avoir une communauté de preuves solide, surtout avec cette barrière linguistique. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour une communauté de preuves puisse naître au-delà de la barrière linguistique? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant pour qu'on puisse se rassembler? Qu'est-ce qui est commun et qui peut servir de levier afin d'avoir une communauté de preuves plus solide? Bon, je pense que, comme on a dit tout à l'heure, c'est d'essayer d'inclure le plus de personnes, soit au moins dans ces genres de communautés, faire tout le possible pour pouvoir avoir des personnes bilingues qui puissent, bon, pas bilingues, en tout cas qui puissent parler beaucoup de langues ou bien intégrer dans chaque communauté quelqu'un qui puisse faciliter la communication entre les parties prenantes. Parce qu'à un moment donné, dans une communauté où il y a beaucoup d'experts, il y a des experts qui sont francophones, qui sont lusophones, qui sont anglophones. Et s'il n'y a pas ces fils conducteurs linguistiques qui permettent à ces gens-là de mobiliser les compétences, les connaissances, les expériences et tout ça, en fait, il y a un manque à gagner par rapport à ces expériences, à ces connaissances. Je pense qu'il faut plus essayer de trouver un terrain d'entente et de pouvoir naviguer entre les langues, et c'est important. Il faut surtout qu'il y ait des animateurs, comme il a dit, des animateurs bilingues, ou bon, qui parleront aussi plusieurs langues, qui vont pouvoir au moins diriger, animer et diriger les différents groupes auxquels vont appartenir les différentes personnes. Donc, il faut aussi pouvoir aussi se permettre de faire, euh, organiser certaines réunions, soit chaque semaine ou chaque mois, qui vont permettre aux gens de se sentir vraiment intégrés et puis pouvoir vraiment participer aux différentes activités qui vont se faire dans cette communauté-là. Mais surtout, il faut des personnes euh, bilingues ou des personnes polyglottes, si on peut le dire comme ça. Des personnes qui vont parler plusieurs langues, qui vont venir de différentes Mhm. cultures, et puis chaque personne de différentes origines va pouvoir se sentir à l'aise dans cette communauté-là. Oui, je pense que nous sommes vraiment tous sur la même longueur d'onde parce que pour moi, je vais partager aussi mon point de vue. Une bonne communauté de preuves, hein, c'est avant tout un espace vivant et collaboratif. Et donc, pour ça, il faut vraiment qu'on puisse briser la barrière linguistique pour que les chercheurs, les décideurs, les jeunes, hein, puissent se sentir inclus. Et cela ne peut fonctionner que lorsqu'il y a une circulation fluide du savoir, une circulation fluide de la connaissance, une circulation fluide de tout ce qu'on a comme bagage intellectuel. Et donc, ça sera plus une communauté qui sera reliée par des données, qui vont pouvoir relier les données à la décision et les idées à l'action. Et donc, pour ça, il faut vraiment pouvoir se comprendre, ça c'est le minimum, se comprendre et savoir dans quelle direction aller. Alors, dans mon propos, je parlais tout à l'heure de jeunes. Moi, je vois, vous êtes des jeunes chercheurs, vous êtes des jeunes qui sont pleinement engagés dans la recherche, chacun selon son domaine, bien sûr. Alors, je voudrais savoir, en tant que jeune, qu'est-ce qui pourrait attirer un jeune dans une communauté d'épreuves? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'un jeune puisse se sentir à l'aise, pleinement intégré dans une communauté d'épreuves, selon votre regard? Euh, selon moi, hein, selon moi, Oui, en tant que jeune, que je puisse être attirée, que j'ai envie d'intégrer une communauté de preuves, il faudrait sincèrement et sérieusement que je puisse savoir que je pourrais me faire comprendre, pouvoir exprimer mes idées, pouvoir me faire comprendre par ceux qui conduiront cette communauté de preuves-là. Et puis aussi, il y a le système de mentorat qui peut aussi m'encourager à pouvoir intégrer le système, cette communauté de preuves-là. Si je sais qu'il y aura un mentor qui va vraiment m'orienter, me permettre de pouvoir vraiment me diriger si je fais des erreurs, le mentor pourra me corriger et me permettre de pouvoir publier facilement mes idées, mes écrits. Honnêtement, ça va vraiment me pousser à vouloir intégrer cette communauté
de données probantes. C'est ça. Je pense aussi la même chose et à un moment donné aussi, il faut qu'il y ait une communication claire, c'est-à-dire il faut informer les jeunes que les décisions qui seront prises, bien que les gouvernants, les gouvernants sont appelés à prendre, les concernent plus que même les gouvernants, vu que c'est des décisions qui peuvent impacter leur avenir. Et là, ils pourront comprendre qu'il est important d'être impliqués dans tout ce qui est prise de décision parce que ça concerne soit leur localité, soit leur pays ou leur continent même, ou le monde entier à un moment donné aussi. Et ça se fait comme a dit Marina, je pense que c'est important que les jeunes soient encadrés, mentorés par des personnes expérimentées. Ça se fait ici, par exemple, l'Orthez. Bon, nous, on est venus en tant que jeunes, cherchant juste des opportunités de stage, mais à un moment donné, à la première rencontre avec des personnes cadres comme le professeur Abdou Salam Fam, les professeurs Rokhaya Cissé, le docteur Soufiane et autres, tu comprends qu'il est primordial, il est important d'être impliqué dans tout ce qui est donné. En tant que statisticien, je sais de quoi je parle parce que là, on a fait plusieurs études et tu es chargé de la base de données, tu fais des apurements, tu fais tout ce qui est traitement, après tu fais les analyses. Et lorsque j'ai eu l'opportunité de faire le terrain, j'ai compris réellement l'importance d'être impliqué dans tout ce qui est données probantes. Parce que là, tu vois les décisions, tu es au contact des couches, parfois les plus vulnérables, si je peux dire ainsi. Et tu vois, maintenant, cette sensation-là, il faut la partager avec les jeunes. Parce que souvent, les jeunes, bon, on a une peur d'être impliqués dans certaines choses. Alors que ça peut changer beaucoup de choses pour nous, pour nos pays, même pour notre population, parce qu'il faut être impliqué dans des prises de décision à travers les données probantes. Je voulais ajouter quelque chose encore. Comme l'a Oui, dit vas-y. Cyril, le fait de participer aux différentes activités d'un laboratoire ou d'une communauté, ça permet aux jeunes de pouvoir se sentir intégrés. Voilà. Par exemple, quand on met sur pied, on décide de mener une enquête de terrain et on permet aux jeunes de pouvoir participer à l'enquête. On va sur le terrain, on essaie d'interroger les personnes ciblées et puis on se rend compte que réellement, on se rend compte des réalités, des véritables réalités que vivent les différentes communautés. Ainsi, quand un jeune a été autorisé à participer à ce genre de trucs, d'enquête-là, quand il est devant son ordinateur, qu'il doit rédiger quelque chose, il doit faire un compte rendu ou bien faire un travail de recherche scientifique, il sait mieux que quiconque ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, et peut mieux rendre. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment important, surtout important, d'intégrer réellement les jeunes dans les différentes activités, peu importe le niveau. Oui, en tout cas, c'est clair que les jeunes ont un rôle important à jouer dans une communauté de données probantes. Et ce que j'ai pu retenir de vos différents propos, il y a le mentorat qui est sorti, il y a la visibilité, mais je voudrais aussi ajouter quand même des petites opportunités rémunérées. Parce qu'en tant que jeune, c'est vraiment assez compliqué, parce que tout le monde n'a pas les mêmes capacités, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Et donc, permettre une forme plus élargie, qui donne aux jeunes la possibilité de pouvoir s'exprimer et surtout de savoir qu'ils sont écoutés et entendus. Pas qu'on déroule un tapis rouge, mais quand un jeune sait qu'il est écouté, qu'il est entendu et surtout qu'il est corrigé dans ses erreurs, je pense que ça motive. Ça motiverait n'importe quel jeune à pouvoir s'insérer dans une communauté et voir comment, à son niveau, mener une action assez concrète pour le bien de cette communauté. En tout cas, c'est assez intéressant la discussion que nous avons. Je ne sais pas si vous voulez aborder un pan assez important ou quelque chose de nécessaire qui va nous donner aussi de pouvoir avoir une autre réflexion sur le sujet.
Au niveau des données probantes, parce que pour moi, si on veut, je veux résumer à peu près tout ce dont nous avons partagé, c'est déjà que l'utilité des données probantes pour nous en tant que continent, en tant qu'Africain, la possibilité de pouvoir divulguer comme il faut ces données probantes-là et aussi de pouvoir consolider une communauté de données importante, inclusive, surtout pour les jeunes, afin que chacun puisse avoir la possibilité de s'exprimer. Alors, je voudrais aussi avoir un point de vue global. Chacun pourra donner un point de vue global pour qu'on puisse faire vraiment le tour du sujet et pourquoi pas aborder un point important nécessaire que nous n'aurons pas touché pour pouvoir nous donner de pouvoir élargir encore la conversation. En fait, moi, ce qui me taraude un peu l'esprit Mhm, concernant les données probantes en Afrique francophone ici, c'est la difficulté. En fait, c'est pas qu'on parle d'accessibilité aux données probantes, mais comment convaincre les gouvernants ou bien les institutions ou bien les instituts de production des données, les données, comme ici à l'INES, en tout cas, il y a différentes structures de production de données. Comment, comment leur permettre, les convaincre pour que ces personnes-là puissent facilement nous fournir les données dont nous avons besoin? Parce qu'il y a des structures qui disposent de certaines données, mais elles ne sont pas capables, ne sont pas prêtes à permettre à un doctorant, à un étudiant quelconque qui veut faire des travaux de recherche sur un sujet sur lequel ces personnes ont, bon, sur lequel ces personnes ont pu faire peut-être une enquête ou sur lequel ces personnes disposent de données, qui ne veulent pas, ces institutions ne veulent pas permettre à ces jeunes ou à ces chercheurs-là de pouvoir avoir accès à ces données. Certaines données même sont coûteuses. En fait, moi, mon problème, c'est quelles sont les solutions qu'on peut se permettre de trouver pour pouvoir permettre à inviter ces institutions à nous permettre d'avoir accès à ces données. Quelles sont les solutions? Quelles sont les stratégies à mettre sur place? Comment les convaincre que les données sont sont réalisées pour une utilisation publique commune, que c'est pour vraiment l'évolution, mais le développement de nos États, que les données-là sont produites? Comment, comment les convaincre? Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour que ces personnes-là, ces structures-là, puissent donner libre accès à ces données? C'est ce qui me taraude un peu l'esprit. Peut-être dans le même sillage que Marina, je vais juste aussi comme je pense que c'était avant-hier lors du colloque, je discutais avec quelqu'un, il m'a dit mais il y a beaucoup de recherches dans nos pays, mais ça ne sert pas à grand-chose parce que vu les présentations qui ont été faites lors du colloque, après il s'est dit mais toutes ces informations-là, il faut les partager. Mais malheureusement, comme a dit Marina, il y a beaucoup de bases de données, soit dans les instituts nationaux ou bien dans les structures de recherche, dans les universités. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de partage de ces bases de données pour que soit les étudiants de master puissent en faire des mémoires ou bien que les doctorants puissent en faire des thèses pour pouvoir utiliser ces données. Parfois, c'est pénible. Je me rappelle, j'avais un promotionnaire, on a eu la même année le master. Il avait choisi un sujet très complexe, c'était sur l'eau. Et il n'y avait pas assez de base, il y avait pas de base de données par rapport à aux thématiques. À un moment donné, il était obligé de changer de sujet parce qu'il n'a pas pu avoir ces données. Alors qu'il y a quelqu'un qui a fait la collecte. Il pouvait partager cette base de données avec lui, mais malheureusement, il a refusé. Et ce qui fait que moi, je pense que c'était le mois passé, j'ai fait une formation avec Afrobaromètre. J'ai vraiment apprécié ce qu'ils font. Parce qu'ils ont une base de données en ligne sur plusieurs thématiques dans plusieurs pays. Et là, tu peux aller, par exemple, plusieurs dans cette base de données et pouvoir faire tes recherches, que ce soit des articles, des thèses, master, etc., etc. Et parfois aussi, les jeunes aussi ne cherchent pas l'opportunité. Je donne l'exemple du LAPES. Le LAPES reçoit beaucoup de masterisants ou de thésards ici, qui sont soit affiliés à une école doctorale appelée ETHOS, ou moi, je suis de la faculté des sciences économiques. Je suis affilié à un laboratoire appelé l'AREP, mais qui n'a pas de lien administratif avec le LAPES. Et je me rends compte que, vu la base de données, les nombreuses bases de données que nous avons ici, beaucoup d'économistes au niveau de la faculté des sciences économiques pouvaient venir exploiter ces bases de données, mais ils ne le font pas.
Les jeunes aussi, parfois, nous ne sommes pas à la recherche de l'information. Ce qui fait que alors, le labo est pluridisciplinaire. Il y a des sociologues, il y a des économistes, il y a beaucoup d'économistes et démographes, il y a même des politistes, des juristes. Mais malheureusement, la faculté des sciences économiques, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui viennent de cette faculté. Moi, j'ai fait 6 ans au LAFES. On a eu un stagiaire qui venait de la faculté que récemment. Alors que c'est un laboratoire de recherche sur tout ce qui est transformation économique et sociale. Malheureusement, il n'y a pas, à la faculté, il n'y a pas assez d'informations pour les étudiants pour qu'ils puissent pouvoir venir. Et hormis le reste, il y a d'autres laboratoires de recherche ou bien des centres de recherche qui sont là, qui peuvent accueillir ou bien même partager les bases de données. Mais on n'est pas à la recherche aussi de ces informations, ce qui fait que à un moment donné, bon, on se sent exclu ou bien on a des difficultés pour pouvoir avoir ces bases de données. Et je milite aussi, bon, peut-être un plaidoyer pour qu'on puisse mettre en place dans les universités des formations vraiment pratiques. Parce que là aussi, c'est une situation qui fait que ça blesse un peu. Parce que tu peux avoir un master parfois qui typiquement théorique. Alors que la situation actuelle du monde fait qu'il faut avoir des bagages théoriques. C'est hyper important, mais il faut aussi pouvoir faire la pratique. Les deux là, ils vont ensemble et il ne faut jamais les séparer. Malheureusement, parfois dans les universités, tu fais que des cours théoriques de la première année jusqu'à Master 1 et c'est vraiment compliqué. Bon, dans certaines universités, par exemple à la FASEC, ils sont en train de changer ça. C'est bien parce que là, on commence à faire la pratique à partir de Master 1, mais à un moment donné aussi, il faut descendre même en licence. Un étudiant qui sort avec la licence doit pouvoir faire quelque chose sans pour autant aller, après la licence, aller dans une école privée pour faire la formation pratique et revenir chercher un emploi ou un stage ou un emploi. Merci. Ah oui, je vois en tout cas avec vos différentes interventions que le mal est vraiment profond. Et c'est vraiment, et c'est la réalité hein, dans chaque pays. En tout cas, chez nous également, c'est la réalité parce que vous allez voir, il y a même des jeunes chercheurs de master ou même des doctorants, des docteurs qui ont soutenu leur thèse, qui ne savent même pas même qu'ils disposent dans leurs mains des données probantes. C'est-à-dire qu'ils ont fait les études, comme l'a dit Mamadou, de manière théorique. Et c'est vrai, ils ont plus l'aspect théorique dans le corps. Alors que quand ils finissent leurs analyses, quand ils finissent de collecter leurs données, de les analyser, ça, c'est une donnée probante. Ce sont des données probantes qu'il faut mettre à disposition. Mais certains même ne savent pas qu'ils ont entre leurs mains quelque chose d'important et de nécessaire qui pourra influencer la thèse ou la recherche d'une autre personne. Et je me rappelle de l'exemple que tu as cité de cette personne qui a dû renoncer à la suite de sa thèse par rapport à qui travaillait sur l'eau, qui a renoncé à cela parce qu'il n'avait pas de données. Alors qu'une autre personne disposait des données de collecte. C'est vraiment regrettable. Et donc, je pense que ces genres d'initiatives comme ce podcast-là pourra nous permettre de pouvoir avoir des instructions, des guides et savoir comment utiliser ces données-là. Alors, je pense que nous avons fait plus ou moins le tour des différentes questions. Je vais ajouter quelque Et chose. oui, vas-y, s'il te plaît. Il y a Chérif qui a dit qu'à l'université, nous faisons plus de formations théoriques que pratiques. Bon, c'est la réalité dans nos différentes universités. Mais pour remédier à cette situation-là, ce sont des transformations peut-être même plus profondes. On peut même parler de transformations structurelles, quelque chose de plus profond qu'il faut faire. Parce que pour qu'on puisse faire des formations plus pratiques dans les universités, là, ce sont des financements qu'il faut avoir. Des gros financements, des gros budgets, que ce soit l'État ou bien des parties, des partenariats avec des structures privées peuvent nous permettre de pouvoir faire ce genre de formation-là. Tu vois? Donc, si l'État ou bien si ses partenaires ou bien ces personnes qui doivent vraiment participer au financement de ces différentes formations-là ne sont pas conscientes que c'est important pour nous, là, comment on pourra se permettre de pouvoir avoir à la fois la formation pratique et la formation théorique? Jusqu'aujourd'hui, normalement, on se plaint qu'il y a une inadéquation entre la compétence et puis l'emploi sur le marché du travail. On se plaint jusqu'aujourd'hui sur le marché du travail en Afrique ici. Mais on ne voit pas ce qui est fait pour pouvoir remédier à cela. Les gens essaient tant bien que mal de pouvoir trouver des petites solutions, mais qui ne vont pas loin.
Donc, je veux dire que ce sont des situations qui sont assez profondes. Et ça mérite d'amener des réflexions et d'amener des réformes au niveau de toutes les structures de nos différents États dans lesquels nous nous trouvons. Sinon, cette situation ne va vraiment pas bouger. On va toujours se plaindre, mais on sera toujours au niveau actuel. Et Chérif a parlé d'une autre situation. Chérif a dit que les gens n'ont pas l'information, c'est ça? Concernant la disponibilité des données dans les différents laboratoires. Il a dit que les gens ne vont pas à la recherche d'informations. Mais moi, je veux savoir, est-ce que les instituts de recherche, les instituts de production de preuves là aussi ne font pas de... Est-ce que ces instituts-là essaient de communiquer? Est-ce que les instituts-là donnent l'information, concernent un Est-ce qu'il n'y a pas peu... une rétention de preuves, en fait? Voilà. Est-ce que les instituts donnent des informations concernant les différentes données ou bien les différentes ressources dont elles disposent? Parce que là, on peut parler d'asymétrie d'informations dans les différentes structures-là. Ça peut être au niveau de nous qui avons besoin de ces différentes données-là. Ça peut être aussi au niveau de ces gens-là, les producteurs, les structures qui produisent les différentes données-là. Est-ce que si nous n'allons pas à la recherche de ces données-là, est-ce que ces structures-là te permettent de nous communiquer, de nous donner des informations sur les différents travaux qu'ils réalisent? Je parle un Non, peu à moi. en fait, ce qui se passe dans le cadre de l'ARTES, par exemple, ou bien même des laboratoires de recherche, c'est à un moment donné, ça les arrange que les bases de données qu'ils ont déjà exploitées puissent être exploitées par d'autres étudiants, par exemple. Et si un étudiant vient, par exemple, dans un laboratoire de recherche, il peut être encadré par ces gens-là. Par exemple, nous, on reçoit ici des étudiants parfois de l'Agence nationale de la statistique, ce qui fait que il y a un co-encadrement entre l'ANSD et le LAPES. Et ça aussi, c'est dans l'intérêt même du labo que les étudiants puissent pouvoir faire parler encore plus de ces données-là en plus des articles qui sont faits par le labo ou bien des rapports qui ont été écrits. Ce qui fait que ces informations-là, ces bases de données-là ne dorment pas sans être utiles. Et ça, ça ne doit pas être un problème, en tout cas pour un laboratoire de recherche. Je pense même que c'est dans la vocation même des labos, d'accueillir des étudiants, de les recevoir ou bien de les faciliter l'obtention de ces arts d'information, des bases de données, parfois même de les encadrer. Parce on appelle ça laboratoire de recherche. Ici, il y a des professeurs qui sont agrégés, il y a des docteurs, ce qui fait que c'est l'objectif des laboratoires de recherche. Ok. Je sais que normalement, c'est l'objectif d'un laboratoire de recherche. Normalement, c'est l'objectif. Mais donc, tu me fais comprendre là que votre labo de recherche communique, donne des informations. Si le labo a besoin de tel nombre d'étudiants qui vont travailler dans tel domaine, le labo donne l'information sur un site ou bien on affiche l'information quelque part. Non, En fait, en fait, il n'y a En tout cas, pas, je pense que c'est une réalité propre à chaque labo aussi. non, il n'y a Parce pas, en que, fait, non, excusez-moi, il n'y a pas d'information partagée par le labo disant qu'on a besoin d'étudiants. Mais c'est les étudiants qui viennent au labo pour dire qu'on a besoin de données ou bien voilà. on a besoin d'être encadrés. Parce que aussi, au laboratoire ici, il y a des enseignants qui sont des enseignants-chercheurs. Oui. Bon, il y a des gens qui ne donnent pas de cours directement à l'université, mais c'est des enseignants-chercheurs. Ce qui fait Oui. que les étudiants les poursuivent pour qu'ils puissent les encadrer ou bien soit en thèse ou en master. Ok. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent, mais c'est eux-mêmes qui sont à la recherche. Ils viennent au labo pour pouvoir être encadrés ou bien. Et l'avantage aussi d'être dans ces genres de labos, dans les labos de recherche, c'est qu'au moins, tu as une petite espace où tu peux venir et puis travailler. Il y a pas beaucoup de bruit et puis il y a la connexion et tout. Tu peux travailler comme tu veux. En tout cas, Ok, le sujet semble passionnant. Excuse-moi, donc le Marina, tu voulais problème, ajouter quelque chose? Vas-y. oui. Donc le problème, selon toi, chérie, c'est nous. C'est nous qui sommes les chercheurs qui n'allons pas vers l'information, c'est ça? Donc c'est nous, les chercheurs qui n'allons pas vers l'information. Non, c'est pas.
que c'est un problème, mais la solution, c'est que surtout les jeunes, les étudiants puissent chercher l'information. Par exemple, après le Master 1, par exemple, tu commences à chercher l'info. Où est-ce que je pourrais avoir éventuellement aller pour faire mon mémoire? Mais malheureusement, souvent, moi-même, j'étais dans la même situation en Master. C'est arrivé en Master 2, peut-être même près de la fin, que j'ai commencé même à penser à qu'est-ce que je dois rédiger. Alors que pour pouvoir anticiper, il faut commencer cette réflexion avant même d'entrer en Master 2. OK. En tout cas, comme je Et disais, le voir, sujet est et vraiment voir passionnant. Attendez, Le sujet est vraiment passionnant. Tout je le vais monde donner un a, dernier avis, s'il on vous a, plaît. oui, Je vais donner un dernier avis. oui, vas-y. Voilà. Donc, selon moi, comme tu le dis là, selon moi, la responsabilité est partagée concernant la transmission de l'information ou la Et communication. voilà, c'est ça. Voilà. Autant les instituts de Je suis recherche ou bien parfaitement les d'accord porteurs de aussi. données que Effectivement. nous, les chercheurs, voilà. Nous avons Chacun défend sa le même cause. Oui, problème. oui, en tout cas, vraiment, merci, merci. On sent l'intérêt que vous portez à ce sujet parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui grandit et qui demande beaucoup, beaucoup de réflexion. Mais je pense que pour le reste des questions, on va continuer dans nos différents labos, dans nos lieux de recherche, parce que voilà, on tire un peu à la fin du temps imparti pour ce podcast. Alors, je voudrais faire un rapide en 2, 3 minutes, voilà, un tour de table rapide pour conclure et permettre aux autres de pouvoir continuer, de prendre le relais. Donc, juste en 2, 3 phrases, ce que vous voulez qu'on retienne, voilà, de la fin de ce podcast. Celui qui se sent prêt peut commencer, hein. Bon, moi, concrètement, j'ai vraiment apprécié la discussion, vraiment, parce que, bon, vous êtes des chercheurs. C'est intéressant de discuter avec des chercheurs et c'est un sujet d'actualité et hyper important. Surtout, comme je l'ai dit au début, en tant que statisticien, lorsqu'on parle de données, c'est ma carrière. Les données, c'est ma carrière. Donc, on est tout le temps sur des bases de données, sur tout ce qui est, bon, avec les logiciels statistiques. C'est compliqué, mais l'avantage aussi, parfois, c'est de pouvoir faire des études ou des enquêtes mixtes, de faire le quantitatif et le qualitatif. Ça, c'est important. Et vu qu'il y a des phénomènes, tu peux avoir des résultats quantitatifs qui sont contre-intuitifs même à un moment donné, mais le quali peut venir expliquer ou justifier certaines choses. Tu peux trouver un résultat qui est un peu bizarre, mais le quali peut venir pouvoir approfondir avec certaines personnes de tels phénomènes. Et ça rend vraiment les résultats d'études fluides et compréhensibles. Ce qui fait que les données, c'est incontournable actuellement dans tout ce qui est prise de décision. Dans tout ce qui est prise de décision, que ce soit micro, macro, que ce soit au sein même des collectivités territoriales. Pour pouvoir impacter, il faut savoir d'abord quels sont les besoins, quelles sont les difficultés. Là, il y a des situations où, en fonction des priorités, en quelque sorte, il faut donc toujours recourir aux données probantes pour pouvoir faire des prises de décision, que ce soit, comme je l'ai dit, dans toutes les décisions qui prises pour le pays, même au sein de la famille, en quelque sorte. Parce que là aussi, c'est des données. Oui, tu as raison. Merci beaucoup, Mamadou. Merci. C'est vraiment un honneur pour moi. Vraiment, c'était agréable pour moi de participer à ce post-stade. Et je conclus que les données sont indispensables, indispensables à la prise de décision. Et aussi, j'aimerais vraiment encourager les structures, les institutions, les gouvernants à mettre un point d'honneur à l'amélioration de la production des données probantes et aussi à l'utilisation. Je souhaiterais que ces gouvernants puissent permettre un accès vraiment facile à l'utilisation des données, voilà, à tous les niveaux, à toutes les couches de la société, à toutes les couches de la société, de notre société. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
En tout cas, comme pour tous, ça a été également pour moi un plaisir agréable. 2 minutes, s'il te plaît, Marina. Un moment très, très agréable de pouvoir discuter avec vous. Et on voit, comme je l'ai dit, hein, on sent l'intérêt que chacun de vous porte à ces données probantes-là. Et chacun de vous même entrevoit comment cela peut améliorer l'évolution de la recherche en Afrique. En tout cas, pour moi, ce que je peux retenir hein, en 2, 3 phrases, c'est que l'avenir de la recherche en Afrique dépend de notre capacité à transformer les données en décisions. Déjà l'accessibilité, et ensuite de transformer les idées que nous avons obtenues après le traitement de ces données-là en action. Et voilà, et chacun a la capacité d'apporter sa curiosité, son engagement, ses connaissances, ses capacités, afin de pouvoir bâtir une communauté de données vraiment inclusive aussi bien pour les jeunes, des personnes marginalisées, des décideurs, des financeurs, en tout cas tout le monde à sa place afin de pouvoir construire une communauté plus inclusive. Et vraiment, ça a été un réel plaisir d'être avec vous. Je voudrais vraiment remercier la plateforme qui nous donne cette possibilité-là, qui donne la voix aux jeunes de pouvoir s'exprimer et surtout de pouvoir s'exprimer dans notre langue maternelle en français pour pouvoir être plus à l'aise. Merci pour l'initiative qui a été faite et puis voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et voilà, nous nous disons à bientôt. Voilà.